vous propose des choses, puis ensuite, c'est vous pouvez les refuser, vous pouvez les accepter, vous pouvez les valider. Vous allez faire. Tout d'abord, donc, j'aimerais qu'on puisse se lever pour faire nos 1 minute de silence. On va autour. Traditionnellement, et c'est important pour nous, je commence toujours nos conférences par des remerciements, c'est une habitude, mais c'est sincère. Donc, permettez-moi donc de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, donc qui commence avec un calendrier fortement chargé pour le Conseil national arménien. Je vous expliquerai pourquoi. Permettez-moi aussi de remercier, donc, dans un premier temps, pour leur participation, pour leur soutien, pour leur travail et amitié, Maître Philippe Krikorian, avocat au barreau de Marseille. S'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Et je voudrais appuyer mes remerciements pour leur soutien à M. Martino Shabazian, président de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, région sud. M. Robert Asilazian, président du conseil paroissial de la cathédrale arménienne, qui nous aide pour pouvoir justement vous accueillir. M. Khachik Ilmazian, directeur de la chorale Sak Mesop. Je voudrais aussi renouveler mes remerciements pour nous avoir honorés d'un soutien. Alors, est-ce que mademoiselle Julie Barbican est présente? Elle devrait donc représenter attachée parlementaire suppléante de madame Valérie Poirier, députée des Bouches-du-Rhône. Donc, avant de passer à la partie juridique et politique de notre conférence, je voudrais vous présenter une situation où comment l'histoire a-t-elle rejoint l'actualité? C'est-à-dire comment se fait-il que des événements historiques font qu'aujourd'hui se retrouvent dans une actualité, et vous allez voir que je vais parler de la question syrienne. Beaucoup de nos compatriotes nous ont apporté leur soutien dans le cadre de la protection physique de nos populations en Syrie, et je voulais vous présenter plusieurs documents qui montrent et démontrent des actions menées par le Conseil national arménien. Alors, donc, depuis 6 mois, on a fait plusieurs missions en Syrie, et effectivement, j'ai aujourd'hui des éléments à vous montrer, alors on pourra en discuter. Je vais commencer par un petit film qui va tout de suite un petit peu nous mettre dans l'ambiance. Alors, il faut savoir que il y a des régions qui... Je vous explique.
Alors, c'était en introduction pour vous montrer un petit peu comment vivent nos écoles en Syrie. Alors évidemment, entre Alep, Ras Al-Ain, Dameschkou, Damas, il y a des différences. Nous, au niveau de notre Conseil national, on intervient en priorité sur la protection des populations. Alors, quand on parle de protection des populations, on parle tout de suite de formation un petit peu spéciale, qu'on a l'habitude, nous, depuis l'ARSA, de réaliser. Donc, de réaliser pour tout le monde. Donc, ça, si vous voulez, c'est une partie de nos activités, c'est la principale, on va dire, puisque notre problématique, c'est de sauver des vies humaines. Mais ensuite, nous avons aussi une aide, on a reçu une aide de la part de nos membres, de nos compatriotes, et cette aide a été en direction, en partie, du chauffage de certaines écoles, pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école. Mais le problème, il est simple, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de mazout, il n'y a rien. Donc, en fait, on essaye, le marché, il existe, on a la possibilité de pouvoir avoir des contacts qui nous permettent d'obtenir des moyens de fonctionner. Si on a des moyens financiers, on peut arriver à faire certaines choses. Bien entendu, malheureusement, nos moyens sont limités. Très limités d'ailleurs. Ensuite, on a travaillé aussi sur le nettoyage des ordures. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez, si avant le printemps, alors tous ces véhicules sont à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gasoil ni de mazout pour pouvoir les faire fonctionner. Nous, on a réussi à obtenir et à récupérer un véhicule pour pouvoir ramasser les détritus. Alors, on va dire, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que là, on est en plein hiver, mais la saison hivernale, elle va s'arrêter le fin février et mars, hein, on est en Syrie. Hein. Et donc après, les détritus vont apporter des maladies, apporter divers problèmes, et donc nous, on est obligé d'y faire face avant que ça débouche sur autre chose. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une fois par semaine. Donc, on récupère, on récupère ce qu'il y a entassé, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est entassé. Et puis, on récupère aussi, on demande aux gens s'ils ont quelque chose à jeter, et comme ça, alors, ici, on travaille, c'est un quartier arménien qui regroupe à peu près 10 000 Arméniens. Voilà. Donc, on travaille sur ce quartier particulier. Alors, bien entendu, il n'y a pas que des Arméniens qui vivent dans ce quartier, il peut y avoir aussi des Assyro-Chaldéens, des Kurdes. Pour nous, nous ne faisons pas de différence, hein, sachez-le. Donc, on a employé nos moyens à réaliser ce travail. Et puis, aussi, alors, c'est beaucoup, en fait, on essaie de faire ça tous les matins, en prenant une voiture, on remplit la voiture de pain, et on donne du pain aux gens gratuitement, bien entendu. Alors, bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu étonnés, c'est vrai qu'ils ont sûrement besoin, ils sont étonnés, parce que, vous savez, les Arméniens sont assez discrets, en règle générale, et ils n'aiment pas demander. Et puis, bon, on arrive à faire. Alors,
à fonctionner de cette façon à peu près tous les matins, à peu près, je dis bien. On arrive alors à distribuer du pain. Et donc, il y a d'autres activités qu'on a mis en place. C'est, par exemple, là, je n'ai pas, c'est la garde de nuit, où on a des jodas qui, toute la nuit, sont là pour garder nos quartiers. Et puis, nous avons aussi mis en place, on va dire, une coordination diplomatique avec les autres populations, que ce soit les Kurdes, les Syro-Catalans ou les autres, pour nous permettre justement, les Arabes, pour nous permettre d'entretenir toujours de très bonnes relations. Et dans ce sens, il faut savoir que donc, les groupes que l'on forme, là, les jeunes que l'on forme, il n'y a pas que des Arméniens dedans. Et donc, ce sont ces jeunes-là qui, durant 2 mois, sont à Ras Al Ain pour protéger donc l'entrée des islamistes, contre l'entrée des islamistes en Syrie. Donc, effectivement, j'en appelle toujours à votre soutien, dans la mesure de vos possibilités, pour pouvoir poursuivre toutes ces actions, en tenant compte du fait que nous sommes la seule structure qui aujourd'hui est capable de vous présenter des actions réelles et concrètes de ce qu'on peut faire sur le terrain. Alors, que se passe-t-il? Pour revenir un petit peu sur notre sujet aujourd'hui, Maître Philippe Krikorian est un fils de notre nation, mais il est aussi un expert, un avocat spécialisé qui défend les droits des nôtres, et c'est donc à ce titre qu'il est nécessaire de présenter un bilan des actions réalisées en 2012 sous mandat de nos compatriotes, et les actions qu'il envisage d'entreprendre en 2013, toujours sous mandat. C'est important, vous allez voir, de préciser sous mandat. Si j'insiste sur le fait que c'est sous mandat de nos compatriotes que Maître Philippe Krikorian réalise ces actions, c'est aussi pour préciser qu'il agit ici en tant qu'avocat et conseiller juridique d'une des parties et que sa responsabilité est engagée à ce titre. Je vous laisse le soin de juger par vous-même du suivi du dossier des actions menées par Maître Philippe Krikorian, à qui je transmets devant vous mon plus profond et sincère soutien dans le combat juridique qu'il mène pour nous tous. Alors, j'ai fait simplement un historique. Bon, c'est vrai que j'ai ajouté un petit peu de nos actions que nous avons faites ici. En fait, on agit contre le négationnisme depuis 2005. Donc, on a fait certains travaux, mais vous allez voir le nombre d'actions qui ont été réalisées par Maître Krikorian, donc depuis 2006, c'est énorme. Et c'est public. Vous pouvez retrouver tout ce travail sur son site. Et je pense que ça méritait d'être présenté parce que là, moi j'ai mis les titres, hein, mais derrière vous avez des documents et vous avez des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages. Donc effectivement, on va donner l'occasion à Maître Krikorian de nous exposer ce travail qui est quand même gigantesque. Donc c'est pas facile de faire ça en quelques heures, de tout vous expliquer dans le détail. Le Conseil national arménien et son président sont engagés politiquement et juridiquement pour la défense des victimes du génocide. C'est pourquoi nous sommes aux côtés de Maître Krikorian, pour lui faire part de notre expertise et pour l'accompagner dans ses actions au-delà de certaines de nos positions qui peuvent être différentes. C'est très bien pour ça qu'on est toujours d'accord avec Maître Krikorian. Nous sommes une structure d'État. Nous représentons les Arméniens d'Arménie occidentale, nous avons leur mandat et nous avons entamé plusieurs procédures qui sont actuellement en cours. Nous sommes la seule structure à travers le monde arménien qui réalise des actions juridiques contre des États, des personnes morales ou personnes physiques, qui agissent contre l'existence des Arméniens d'Arménie occidentale, contre leurs droits imprescriptibles et contre leur souveraineté. Dans ce cadre, nous avons beaucoup d'ennemis. Il est important de constater que tous nos détracteurs sont au service d'autres États,
en étant soit des marionnettes, soit des mercenaires. J'appelle mercenaires des gens qui sont payés pour pouvoir essayer de nous détruire. On le voit bien avec les 3 assassinats qui ont eu lieu à Paris le 9 janvier, la réelle situation des défenseurs du droit de nos peuples. Les menaces qui pesaient sur Madame Valérie Boyer étaient donc bien réelles. Mais nous avons aussi beaucoup d'amis qui nous soutiennent dans nos actions et qui demandent que justice soit faite. Donc, à partir de là, je vais développer un sujet. Il se peut, bien entendu, que vous ne soyez pas d'accord, et donc on aura l'occasion tout à l'heure, durant le débat, d'en parler. Dans le cadre du négationnisme et de notre expertise, je voulais développer devant vous un sujet particulièrement épineux et d'actualité, la question d'un soi-disant 100e anniversaire d'un génocide qui serait arménien. Rappelant immédiatement pour les non-initiés qu'un crime de génocide est un acte criminel qui est qualifié de génocide, c'est pour ça que dans ce cas, le génocide est turc et non arménien. Je m'explique. Les actions menées par Maître Philippe Krikorian et le Conseil national arménien sont des actions de nature juridique, mais aussi pédagogique, que ce soit vis-à-vis du génocide des Arméniens, que ce soit vis-à-vis de son négationnisme. Lorsque l'on parle de négationnisme, on le définit par la banalisation, la contestation et la minimisation de façon outrancière de la réalité d'un génocide. En ce qui consiste la banalisation d'un crime de génocide, à titre d'exemple, je voudrais revenir sur la question du soi-disant 100e anniversaire d'un génocide qui serait arménien. Je vais tenter de répondre à la question pourquoi y a-t-il banalisation? Aujourd'hui, le génocide des Arméniens représente des faits qui sont connus à travers le monde entier. Et c'est pourquoi Maître Krikorian et moi-même, nous avons la même stratégie qui consiste à transmettre au domaine juridique la question du génocide et de sa négation. L'enjeu est de taille, puisqu'il est juridique, particulièrement hautement moral, avec des conséquences politiques et territoriales. Bien évidemment, des officines consacrent tous leurs efforts pour éviter que la question du génocide et de sa négation ait des conséquences réparatrices, j'insiste. Entre autres, c'est ce qui fait le différend qui engendre une scission au sein de nos communautés qui ne sont pas suffisamment informées de cette situation. Donc j'insiste sur le fait que il y a des officines qui font tout pour que il n'y ait pas de conséquences réparatrices vis-à-vis de la question du génocide. Le soi-disant 100e anniversaire va donc présenter le génocide des Arméniens dans le domaine public à travers des actions sur toute la planète, sans qu'il n'y ait aucune conséquence juridique, ni pour les responsables, ni pour les négateurs. Je parle du génocide. Nous allons voir nos parents, nos enfants massacrés, affichés dans des expositions. Des films seront réalisés, soit sur YouTube, soit sur le grand écran. Des conférences, des concerts, des pièces de théâtre. De l'argent pourra être récolté, j'en passe et des meilleurs, sans que tout ce remue-ménage n'ait aucune conséquence sur le plan juridique et sur le plan des réparations, parce qu'il n'y a pas de base procédurale. Le Conseil national arménien s'élève contre ce tapage événementiel qui dénature, banalise et minimise la réalité génocidaire, puisqu'elle ne tient pas compte ni de la réalité factuelle, la mémoire dans ce cas est déformée. Nous parlons là de minimisation outrancière, ni des conséquences et réalités juridiques de tels faits. Personne au sein de ces organisateurs, ceux qui vont organiser cet événement, ne présente le contentieux, ni ne s'engage collectivement dans une procédure juridique. À ma connaissance. Le Maître Krikorian pourra le reprendre à ce sujet. Ce tapage événementiel pourrait avoir une réelle conséquence que s'il était basé sur une procédure. Vous pouvez essayer de me dire que je me trompe, qu'il existe des procédures relatives au génocide des Arméniens et à sa négation, comme par exemple celle de Maître Krikorian actuellement, ou bien celle du Conseil national arménien concernant le génocide culturel de la destruction du cimetière de Djoura, ou bien celle qui concerne la souveraineté de l'Arménie occidentale par rapport au site médiéval d'Ani. C'est une nouvelle procédure qu'on a mis en place donc en fin d'année. Ou bien celle qui concerne les assurances-vie dont on a vu les conséquences.
Quand bien même ces procédures existent, notre demande vis-à-vis du génocide des Arméniens consiste en une intervention juridique devant une cour internationale que seul un État reconnu par l'Organisation des Nations Unies peut solliciter. Et aujourd'hui, nous n'avons rien qui pourrait nous faire croire que cette procédure est en cours, sachant évidemment que ce type de procédure ne peut se faire en catimini, en discrétion, sans le consentement préalable du peuple victime concerné, c'est-à-dire vous. Donc, un autre fait qui revêt pour nous une importance, à la question « Qui sont les organisateurs de ce tapage événementiel en France ?» nous trouvons la réponse suivante. Des membres d'une officine équivalente à la loge Union et Progrès, je parle de chez nous, dans notre communauté, issus des membres organisateurs de la phase finale du génocide des Arméniens de 1894 à 1923, sans jamais avoir présenté leur mea culpa devant la nation arménienne et réparer leur acte diabolique en tant que gouvernement de l'État turc. Je parle au sein de notre communauté. Après nous avoir fait verser beaucoup de sang, les génocideurs veulent aujourd'hui nous faire verser beaucoup d'encre. On passe d'un extrême à l'autre. Nous, c'est la justice que nous voulons. Pour ne pas devenir un vecteur de communication alimentant la banalisation du crime de génocide subi par le peuple arménien, pour ne pas être complice dans la minimisation outrancière du crime de génocide subi par le peuple arménien, dans le respect de la décision cadre du 28 novembre 2008 que le Conseil national arménien entend appliquer avant tout à lui-même, le Conseil national arménien déclare ce jour sa non-participation au tapage événementiel du soi-disant 100e anniversaire et poursuivra son combat politico-juridique jusqu'à ce que justice soit faite. Le crime de génocide se suffit à lui-même. Les officines le savent bien, mais sans aucune action juridique. Plus le temps passera, plus il conviendra pour le commun des mortels de métamorphoser une procédure juridique réelle en un vecteur de communication événementielle au détriment des droits des victimes. C'est un peu compliqué, mais il faut le dire plusieurs fois avant de comprendre. Une des conséquences est la déclaration du Parlement européen de 1987 concernant la question arménienne. Je vous remercie pour votre attention et je transmets la parole immédiatement à Maître Florian. Donc tout à l'heure, on pourra revenir sur la question ci-dessus. Merci, Monsieur le Président, de cet exposé fort intéressant, aussi bien concernant la Syrie que sur les actions du Conseil national. Ce soir, j'ai le plaisir donc renouvelé, puisque c'est la troisième fois que nous nous retrouvons depuis donc 2011, de faire avec vous un peu le bilan des actions juridictionnelles passées, notamment en 2011-2012, et celles que je suis en train de préparer pour le premier trimestre 2013. Donc l'événement, je dirais, qui a marqué la fin de l'année 2012, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 26 novembre 2012 que certains d'entre vous ont reçu, puisqu'ils étaient requérants. Nous étions 26 requérants dans cette procédure. Et cette procédure, vous le savez, tendait à obtenir la transposition de la décision 4 du 28 novembre 2008 qui oblige les 27 États membres à traiter le négationnisme par le droit pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de savoir si le négationnisme doit être réprimé pénalement ne se pose plus, puisque la réponse est catégoriquement oui. Cela a été décidé non pas en France, non pas en Allemagne, mais au Conseil de l'Union européenne, donc au plus haut niveau normatif sur le territoire de l'Union européenne. Et cette décision 4 du 28 novembre 2008 s'applique à tout le territoire de l'Union européenne, donc s'impose aux 27 États membres, parce qu'il s'agit bien d'une véritable norme qui est aujourd'hui exécutoire et que chaque État membre doit transposer selon ses règles constitutionnelles.
En France, c'est très simple, comme il s'agit de droit pénal, de procédure pénale, l'article 34 de la Constitution oblige à faire voter une loi. Donc la France, pour transposer cette norme de l'Union, doit voter une loi. Donc j'avais lancé cette procédure au mois de juin 2011 et invité par certains responsables associatifs à exprimer sur ce que cette procédure nous permettait d'attendre. Dans cette salle même, j'avais indiqué que il serait bien que la communauté arménienne se mobilise, que cette procédure n'était pas d'ailleurs exclusive de la voie parlementaire. C'est comme ça que Madame Berry-Boyer, qui assistait à la réunion, s'est intéressée à la question et a repris le texte de ma proposition de loi dans celle qu'elle a déposée à l'Assemblée nationale. Son texte, malheureusement, a été modifié par la Commission des lois, bien que voté par l'Assemblée nationale et ensuite par le Sénat le 23 janvier 2012. Malheureusement, invalidé, mais à tort, par le Conseil constitutionnel. Alors là, je voudrais faire une parenthèse parce que on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi les associations arméniennes ont perdu tout sens critique. C'est-à-dire que il suffit que l'on rappelle que c'est le Conseil constitutionnel pour que on oublie qu'on a une dignité humaine, qu'on a une conscience, qu'on doit mettre en œuvre un raisonnement par soi-même et non pas penser parce qu'on a reçu l'ordre de le faire. C'est assez désolant quand même. Parce que c'est pas d'aujourd'hui. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai dénoncé publiquement la partialité manifeste du Conseil constitutionnel. Nous étions 500 requérants dans cette requête en récusation. J'ai demandé à chacun des membres de se récuser parce que sur le site officiel du Conseil constitutionnel, avant de rendre la décision du 28 février 2012, le Conseil constitutionnel avait, à tort encore une fois, prétendu que la loi de 2001 n'était pas normative. Et c'est ce qu'il a redit dans sa décision du 28 février. Il a prétendu que la loi de 2001 n'était pas normative, et il en a pris prétexte pour invalider la loi Boyer-Krikorian du 23 janvier 2012. Parce que seule une loi peut limiter la liberté d'expression, et dans la mesure où lui, il estime que la loi 2001 n'est pas normative, cette entité qui aurait donc limité par renvoi, puisque la loi de 2012 renvoyait la loi 2001, cette donc, entité qui aurait limité la liberté d'expression n'aurait pas été une norme. Sauf qu'il a tort, parce que contrairement à ce qu'il affirme, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale, on ne peut en aucune façon tirer que la loi doit être normative, parce que la loi est normative. Le Conseil constitutionnel confond l'être et le devoir être. Il n'est pas le censeur de la loi, il doit être d'abord le protecteur des droits fondamentaux. C'est quand même une mauvaise manière de le montrer avec cette décision du 28 février 2012. Parce que je répète, la question de savoir si il fallait traiter par négationnisme ne se pose plus depuis le 28 novembre 2008. La question est oui. On n'a pas le choix. Il faut qu'une loi intervienne. Et donc, la France, comme les 26 autres États membres, est tenue et constitutionnellement, parce que c'est notre constitution qui l'impose, l'article 88.1, et au terme des traités de l'Union européenne, est tenue donc de transposer cette décision-là, donc c'est-à-dire concrètement de voter une loi comme celle que nous avions obtenue le 23 janvier 2012, pour qu'il soit inscrit dans le corpus juridique français qu'il est interdit de contester l'existence d'un crime contre l'humanité dans la mesure où la contestation va s'accompagner d'une incitation à la haine ou à la violence. Parce que c'est ça quand même qu'ajoute la décision cadre par rapport à la loi Guesso, où le seul fait de contester le génocide juif, le
être pénalement répréhensible. Dans la décision cadre, on est quand même beaucoup plus respectueux et soucieux de la liberté d'expression, parce que le comportement qui est incriminé, ce n'est pas simplement une contestation. C'est une contestation qui va s'accompagner d'un comportement qui manifestement n'a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est un abus caractérisé de la liberté d'expression que d'inciter à la haine ou la violence. C'est plus l'expression. On est vraiment dans le registre du droit pénal. On comprend très bien pourquoi le Conseil de l'Union a pu décider le 28 novembre 2008 de traiter par le droit pénal ce que lui appelle le négationnisme. Mais c'est un comportement bien particulier qui va nettement au-delà de la liberté d'expression, parce que le comportement, pour qu'il puisse être répréhensible et être incriminé par le droit pénal national, doit, je répète, s'accompagner d'incitation à la haine ou à la violence. Donc, on comprend que ce que nous réclamons, c'est véritablement une protection juridictionnelle contre une incitation à la haine ou à la violence qui se déchaînerait contre certaines populations, notamment les Arméniens, en même temps, bien sûr, qu'il y aurait négation du génocide arménien dit de 1915, mais en fait qui s'étend, comme vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, qui s'étend en fait de 1893-1914 jusqu'à 1923. Voilà, le rappel sur la décision cadre. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette décision cadre, ce n'est pas un avis. C'est une norme, c'est une loi. En fait, c'est une loi cadre, ça s'appelle décision cadre, d'ailleurs. Pourquoi cadre? Parce que le Conseil de l'Union va donner des grandes orientations, les directives, ça s'appelle donc décision cadre, parce que il faut que chaque État membre transforme par une norme de son État ce qu'a décidé le Conseil de l'Union. Et le Conseil de l'Union a décidé que le négationnisme, la définition, vous l'avez comprise, devait être traité par le droit pénal. La question qui n'a pas réglé parce que vraisemblablement, il y avait des dissensions telles que si on avait voulu trancher cette question, la décision cadre n'aurait pas été arrêtée. Cette décision cadre a connu une gestation de 7 ans. Ça a commencé en 2001 et ça s'est terminé le 28 novembre 2008. Vous imaginez, pour parler des tractations qui ont présidé à ces travaux, je crois quand même qu'on peut se féliciter de cette décision cadre parce que elle a le mérite, même si elle est incomplète, et je vais dire pourquoi dans un instant, elle a le mérite de trancher cette question en disant le négationnisme tel que nous venons de le définir, donc celui qui s'accompagne à la citation de la violence, ne peut pas rester impuni. Et les armes du droit civil, une simple réparation pécuniaire, comme on pourrait indemniser une diffamation, ne vont pas suffire. Il faut véritablement le traiter par le droit pénal parce qu'il est d'ordre public. Le négationnisme est un délit d'ordre public. C'est pour ça qu'il est placé sous le registre du droit pénal. Tout le droit pénal est droit public. Cette décision cadre, pourquoi est-elle critiquable partiellement? Pour 2 raisons. C'est que, et la seconde est corrélative de la première, c'est que le Conseil de l'Union, pour des raisons purement politiques, n'a pas voulu définir le contenu des crimes contre l'humanité. Vous dites, je n'ai pas le droit de contester l'existence d'un génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Et avez-vous arrêté une liste de ces crimes? Réponse, non. Donc, le Conseil de l'Union a renvoyé aux États le soin d'arrêter une liste, alors, soit une définition, comme on dit, en extension, c'est-à-dire de 1 à 10, par exemple, soit en compréhension, c'est-à-dire en donnant des caractéristiques qui vont permettre à pour chaque cas particulier de définir si ce crime fait partie du champ d'application de la décision cadre.
En tout cas, le Conseil de l'Union, lui, ne s'est pas aventuré à dire quels seraient les génocides, crimes contre l'humanité, dont la négation serait répréhensible. Le corollaire, c'est que dans son paragraphe, le paragraphe 4 de l'article 1er, le Conseil de l'Union, à tort, et c'est pour cette raison que ce paragraphe, je l'ai attaqué, et je demande qu'il soit invalidé par la Cour de justice de l'Union, a autorisé les États à ne rendre punissables que les faits établis par une juridiction internationale. Vous avez bien compris que cette disposition illicite, qui est contraire au droit de l'Union, a été placée de façon facultative, parce que c'est le Conseil de l'Union qui a donné l'autorisation aux États. Mais lui, il est en retrait. Là encore, il ne prend pas ses responsabilités. C'est un peu un Ponce Pilate, le Conseil de l'Union. Bon, comme souvent d'ailleurs. Mais je prends globalement, je dis bravo pour le principe. Simplement, il va falloir rectifier un petit peu certaines choses qui ont leur importance, parce que c'est pas de simples détails, et on va voir comment. Donc, pourquoi? C'était pour permettre justement d'évincer le génocide arménien, notamment. Parce qu'il pose problème quand le génocide arménien, c'est une question très sensible, notamment au sein de l'Union européenne. On sait pourquoi, parce que la Turquie veut entrer dans l'Union, elle ne veut pas reconnaître. Bon, voilà. On dit, les États, s'ils le souhaitent, pourront faire en sorte que le génocide arménien soit exclu du champ d'application de l'Union. Ça en devient même risible, finalement. Bon, c'est tellement ridicule. Sauf que le Conseil de l'Union n'avait pas l'autorité de faire ça. Parce que le génocide arménien au sein de l'Union et même sur la scène internationale, c'est ce qu'on appelle un fait notoire. Le Parlement européen, M. Parnian le rappelait tout à l'heure, le Parlement européen, par sa résolution du 18 juin 87, a reconnu sa réalité historique incontestable, en disant même que la non-reconnaissance de ce génocide par la Turquie actuelle était un obstacle incontournable à l'examen de la candidature de la Turquie. C'est quand même très fort, sachant que le Parlement européen a aujourd'hui un droit de veto. Il peut s'opposer à l'adhésion d'un État membre par un vote majoritaire. On pense pas rien quand même. Cette résolution, elle a pris son poids depuis. Bon. Au moment venu, il faudra peut-être le rappeler au Parlement européen, si nous sommes encore dans cette nécessité. Donc, le Conseil de l'Union, à l'évidence, n'avait pas l'autorité, n'avait pas le pouvoir juridique d'évincer le génocide arménien. Alors, il a fait en sorte, pas de le faire lui, mais de donner cette faculté aux États. Et c'est là où il a eu tort. Il est critiquable, et cette disposition, article 1er paragraphe 4, devra être invalidée par la Cour de justice de l'Union. Parce qu'on ne peut pas, rien dans les documents officiels, rien dans les faits eux-mêmes directement, ne permet de dire que le génocide arménien ne serait pas un génocide. Je dis pourquoi. Je rappelle tout de suite que dans sa décision très importante du 12 décembre 2007, le tribunal fédéral suisse, qui est l'équivalent de compensation en France, n'a pas eu besoin de loi pour dire qu'il y avait un consensus, notamment scientifique, reconnaissant que les événements, entre guillemets, 1915, constituaient bien un génocide, et que donc, ces faits étaient entrés dans le champ d'application de la loi suisse qui réprime le négationnisme. Pas besoin de loi. C'est un fait notoire. Tribunal fédéral suisse. C'est comme si aujourd'hui, ici, la Cour de cassation, le Conseil d'État le disait. Bon. Donc, on voit pas comment le Conseil de l'Union aurait pu évincer le génocide arménien. Alors, je répète, il use de faux fuyants, il ne le fait pas lui directement, mais il permet aux États de le faire, ce qui revient au même. Et la France, c'est ça le comble du scandale, quoi. Et la France va prendre une déclaration le 28 novembre 2008, elle qui a reconnu par une loi le génocide arménien, pour dire que oui, eh bien, conformément à cette disposition, au paragraphe 4, l'article 1er de la décision 4,
elle ne rendra punissable que les faits qui auront été établis par une juridiction internationale. Comme par exemple, bien sûr, le tribunal de Nuremberg. On protège la mémoire de la Shoah, ce qui est légitime, on n'a pas à contester, et on évince les autres. Et on voudrait que nous l'acceptions, par-dessus le marché, quoi. Avec le sourire. Ben non, nous l'acceptons pas. Acceptons pas. Parce que quand vous n'avez plus rien, il vous reste la dignité. C'est le propre de l'homme. Alors, ça, il faut quand même prendre conscience. Un petit peu, ça va la plaisanterie. Hein, ça commence à bien faire. Donc, comment agir juridiquement? Parce que le but de ces procédures, c'est de canaliser notre énergie, notre ressentiment légitime à travers le prisme juridique, que ce soit efficace. Parce que quand vous faites une procédure, il y a une chose dont vous êtes sûr. Vous n'êtes pas sûr que le juge vous donne raison. Il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est qu'on ne pourra jamais vous blâmer parce que vous avez fait une procédure, parce que vous voulez défendre vos droits. Surtout quand il s'agit de droits fondamentaux qui relèvent du jus cogens, de l'intérêt supérieur de civilisation. Donc, ce paragraphe 4, vous avez bien compris qu'il fait obstacle. Pourquoi? Parce que dès lors que la France a levé cette option qui lui était ouverte par la décision cadre, donc de limiter le champ d'application de la protection par le droit pénal, cette déclaration intègre donc la décision cadre et devient une norme de l'Union. C'est-à-dire que le Parlement européen, le Parlement français, est tenu par cette déclaration de la France, qui pourtant peut être retirée par un simple décret du chef de l'État. C'est pour cette raison que j'ai demandé à plusieurs reprises, ça fait la troisième fois que je le demande, j'ai demandé 2 fois au président Sarkozy en janvier 2012, j'ai demandé en novembre au président Hollande, j'ai demandé de retirer cette déclaration. En retirant la déclaration, il lève l'obstacle. En maintenant la déclaration, il m'oblige à demander que l'article 1er, paragraphe 4, soit invalidé par la Cour de justice de l'Union dans le cadre de ce qu'on appelle une demande de décision préjudicielle. Puisque, techniquement, c'est assez simple à comprendre, finalement. Nous demandons la transposition, c'est ce qu'on a demandé au Conseil d'État. Donc, on a demandé au Conseil d'État d'annuler le refus du Premier ministre de transposer, donc ça veut dire qu'il devait lui délivrer une injonction de transposer, pas au Parlement, hein. Le Parlement est souverain. Au Premier ministre, différent. Donc la séparation des pouvoirs est bien respectée, parce que moi-même j'y suis très attaché. Donc, on ne délivre pas d'injonction au Parlement, mais à l'autorité constitutionnelle qui a le pouvoir d'amorcer un processus législatif, c'est principalement, bien sûr, le Premier ministre. Oui, il faut que vous déposiez un projet de loi de transposition parce que c'est une obligation. C'est même une double obligation juridique. C'est pas une faculté. Le Conseil d'État, ce faisant, n'aurait pas dépassé ses pouvoirs. Il aurait dit simplement, écoutez, c'est quand même vous, la France, qui avez pris l'engagement, d'ailleurs, puisque ça se fait à l'unanimité, de transposer. En tout cas, c'est une norme qui vous est opposable. Bon, moi, je ne fais que rappeler les engagements internationaux de la France. Vous êtes obligé de transposer. Je constate que ça n'a pas été fait. Votre refus, il est nul. Donc, j'annule. Il est illégal, je l'annule. Et je vous délivre injonction. Mais les requérants nous disent que il y a un obstacle et que pour transposer de façon adéquate, il faut faire invalider une partie de cette décision cadre, donc l'article 1er, paragraphe 4. Donc, le Conseil d'État aurait dû demander à la Cour de justice, parce que lui, il n'est pas compétent pour invalider, de dire s'il fallait invalider. Si la Cour de justice avait été saisie, il y avait de très fortes chances pour qu'elle invalide ce paragraphe 4. À ce moment-là, l'obstacle aurait été levé et il n'y aurait plus eu en France de limitation. C'est-à-dire que le Parlement français aurait été libre de dire, on va rendre punissable la négation de tous les génocides reconnus
par une loi, par exemple, ou par une décision internationale, et pas d'exclusive, dans la mesure où la réalité n'est pas contestable. Bon. Très bien pour la technique juridique, donc il n'y a pas de difficulté sur le plan juridique. C'est quand vous donnez la peine de lire le recours, et comme je le disais tout à l'heure, le chef Ramian, il est sur le site internet, sur mon site, vous sortez de là parfaitement rassuré parce que c'est simple, simplissime même, c'est-à-dire c'est un enchaînement, c'est un raisonnement juridique, un peu comme un raisonnement mathématique, c'est un agencement de normes donc avec un principe de cohérence, et quand vous suivez le fil, vous partez des prémices et vous arrivez à la conclusion, c'est-à-dire il faut transposer. Malheureusement, le Conseil d'État, contrairement d'ailleurs à sa jurisprudence, n'a pas voulu juger cette affaire, donc il s'est déclaré incompétent. Il a quand même dit au requérant, et ça c'est notable, que compte tenu de l'importance de cette décision, sa décision d'incompétence du 26 novembre pour la jurisprudence, que cet arrêt serait publié particulièrement sur le site internet du Conseil d'État. Donc, si vous voulez, on n'a pas obtenu satisfaction directement, mais on a eu la confirmation au Conseil d'État français que c'était une question d'importance. On nous a pas envoyé dans les cordes de façon sèche, non, en disant, comprenez que nous, à notre niveau, sans loi qui nous habiliterait à donner injonction, on ne le fera pas. Le Conseil d'État a tort, parce qu'il avait parfaitement le pouvoir. Il a considéré que c'était ce qu'on appelle un acte de gouvernance, c'est-à-dire un domaine réservé du gouvernement, donc les actes du gouvernement qu'il ne contrôle pas. Je répète, il a le tort. Mais il nous donne acte de l'importance particulière de cette problématique. Alors, j'en reviens maintenant au référé. Cette fois-ci judiciaire, donc devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le raisonnement est simple. C'est que dans une société démocratique comme la France, la garantie des droits, est consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a pleine valeur constitutionnelle, qui dit exactement toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. C'est-à-dire que garantie des droits, séparation des pouvoirs, ce sont les deux piliers de la démocratie. C'est-à-dire que il ne peut pas se faire qu'ils ne soient pas respectés. Si réellement ils ne sont pas respectés, c'est que l'autorité en cause a tort. Donc, puisque, je répète, la transposition, ce n'est pas une faculté politique. C'est une double obligation pour le gouvernement. L'État, la France, est tenu de voter une loi. Voilà. Et il ne faut pas écouter ce que vous disent certains membres du gouvernement, ou même le président de la République, qu'il faudrait réfléchir encore pour savoir comment le prochain texte pourrait passer le cap du contrôle constitutionnel. Parce que le 28 février 2012, le vice n'était pas dans la loi, et dans la mentalité du juge, notamment de son président, Jean-Louis Debré, qui est franchement anti-arménien, quoi. Hein, on peut dire les choses clairement. Il gagnerait en clarté à le dire, puisque c'est lui-même qui a fait publier sur le site internet la prétendue non-normativité de la loi de 2001. Mais ça, si vous voulez, c'est gravissime. Hein, on n'a pas l'air de se rendre compte, mais c'est énorme. Jamais une cour constitutionnelle ne pourrait se comporter comme ça. Voilà. Mais dans le silence assourdissant de la classe politique française. Et j'ai pas terminé de le dénoncer. Donc, il faut une transposition. Il faut une loi pour transposer. Mais le gouvernement ne le fait pas. Alors, je dis, mais si c'est pas le Conseil d'État, si c'est pas le juge administratif, ce sera le juge judiciaire. Ça me gêne pas, moi. Il m'en faut un, c'est tout. En fait, il y en a deux, les deux sont compétents. Au moins. Parce que le tribunal des conflits, qui est un organe
clé dans cette affaire. Parce que cette nouvelle procédure de référé tend, dans un premier moment, à faire saisir le tribunal des conflits, qui est une juridiction paritaire, composée à la fois de conseillers d'État et de conseillers de compensation, et dont la mission est de trancher un litige sur la compétence, savoir si le litige ressortit de la compétence judiciaire, à la compétence administrative, aux deux. Et dans sa jurisprudence, le tribunal des conflits dit précisément que lorsque la voie de fait émane directement d'une décision, les deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, sont compétents. Alors qu'est-ce qu'une voie de fait? Une voie de fait, c'est une décision ou une absence de décision ou une mesure d'exécution qui est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir légal de l'administration. C'est simple, puisqu'il s'agit d'une double obligation de transposer. La France n'a aucune marge de manœuvre. Elle ne peut pas user de prétexte. Elle ne peut pas dire j'ai le droit de ne pas transposer. Non, vous n'avez pas le droit de ne pas transposer. Vous êtes tenu de transposer. Si vous ne transposez pas comme vous êtes en train de le faire actuellement, ce que la décision que vous prenez, parce que c'est une décision négative en fait, de ne pas transposer. C'est comme ça que ça s'analyse en droit administratif. Votre décision est constitutive d'une voie de fait. Et donc, compétence du juge judiciaire. Et devant le juge judiciaire, je vais pouvoir reprendre toutes mes demandes, lui demander de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Je vais lui poser en sus la question prioritaire de constitutionnalité concernant un texte qui pourrait être invoqué pour prétendre que le juge administratif n'est pas compétent. Cette QPC, je l'ai posée dans le cadre d'une note en délibéré, mais le Conseil d'État n'a pas voulu l'examiner. Donc cette fois-ci, je vais la reposer au juge judiciaire. Et en bonne logique, soit le juge judiciaire considère que effectivement, il s'agit d'une voie de fait, qu'il est bien compétent et que il y a un trou manifestement illicite, que l'obligation de transposer n'est pas sérieusement contestable, et alors il va donner injonction au Premier ministre de déposer le projet de loi, parce qu'il en a le pouvoir. Un simple juge de référé, il en a le pouvoir. C'est l'application du droit, strict et surtout constitutionnel. Soit ça le dépasse, et la probabilité n'est pas faible, mais à ce moment-là, il aura l'obligation d'application du droit français, c'est un décret de 1849, puisque le Conseil d'État s'est déjà déclaré compétent, pour prévenir un délit de justice. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'article 16, garantie des droits. Il ne doit pas y avoir de lacunes dans la protection juridictionnelle apportée aux justiciables. À ce moment-là, si le juge des référés judiciaires, lui, estime également qu'il est incompétent, il devra obligatoirement renvoyer la procédure au tribunal des conflits. Et à ce moment-là, il appartiendra au tribunal des conflits de dire quel est l'organe compétent. Et le tribunal des conflits a une décision qu'il ne pourra pas prendre constitutionnellement, c'est de dire que aucun ordre juridictionnel n'est compétent. C'est peut-être ce qu'il va faire, mais il ne le fera pas constitutionnellement. Alors, maintenant, sur le Conseil constitutionnel, pourquoi on peut dire, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, pourquoi on peut dire que c'est une décision qui, pour nous, n'est pas un obstacle, c'est un obstacle politique dans la tête des gouvernements actuels, mais c'est pas un obstacle juridique. D'abord, parce que quand on est juge, on est tenu au principe de cohérence. On ne peut pas confondre l'être et le devoir être. Parce que une loi, où elle est loi, elle est votée, c'est une loi, c'est une norme, ou elle n'est pas votée, et c'est pas une loi, c'est pas une norme. Le contrôle de constitutionnalité, c'est un contrôle de conformité entre une loi, une norme, et une norme supérieure à la Constitution. Donc, s'il y a contrôle de constitutionnalité, ça veut dire que la norme, le texte qui est contrôlé est bien une norme, c'est bien le support d'une norme. Sinon, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité. Donc déjà, il y a
une antinomie, il y a une contradiction manifeste dans le raisonnement du juge constitutionnel. Mais en plus de ça, vous verrez le développement dans le recours, si vous voulez, qui est sur le site, mais en plus de ça, dans la mesure où le droit de l'Union est directement applicable dans cette affaire, puisque c'est une décision cadre, la Cour de justice de l'Union dit que même pour les décisions qui ne sont pas directement, qui n'ont pas d'effet direct, c'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer entre particuliers, il faut qu'à tout le moins, c'est le cas des décisions cadres, la décision puisse être interprétée. Donc, s'il y a une difficulté d'interprétation, il faut que la Cour de justice de l'Union puisse être saisie. Là, a fortiori, parce que c'est au-delà de l'interprétation, c'est un problème de validité de la norme. Donc, la Cour de justice, je vais reposer, j'ai dit tout à l'heure, la question, la demande de décision judiciaire, devra être saisie de la question non seulement de la validité, paragraphe 4, mais également de son interprétation en disant que la décision cadre et le droit de l'Union, le droit primaire, donc les traités, s'opposent à une dénaturation comme celle à laquelle a procédé le Conseil constitutionnel, qui a totalement dénaturé l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi à l'expression de la volonté générale, dont le Conseil constitutionnel a prétendu à tort tirer que la loi doit être normative. Non, la loi n'a pas à être normative, puisqu'elle est normative. C'est comme si un justiciable, on lui demandait de prouver son humanité, en disant, vous savez, si c'est un tribunal, et que des humains qui peuvent dire, vous n'êtes pas un humain, vous êtes une chèvre ou un bouc, autre chose, vous n'êtes pas un humain. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait accepter une société dans laquelle, pour se présenter devant un tribunal, il faut prouver qu'on est humain? Ça peut faire sourire, mais au XVIe siècle, c'était ça que les Espagnols prétendaient des Indiens. Bon. Alors, le Conseil constitutionnel a eu un mépris total à l'égard de la loi, surtout celle-ci, parce qu'elle concerne bien sûr le génocide arménien. Mais il avait préparé le terrain, spécialement pour nous d'ailleurs, spécialement pour nous, depuis 2001, parce que depuis 2001, ça passe pas, chez certains, ça passe pas. Cette loi de reconnaissance, pourtant, qui a permis à la France de se transcender, parce que ce qu'a fait la France, c'est vraiment révolutionnaire. Quand elle reconnaît le génocide arménien, elle ne fabrique pas les faits, elle en prend acte. Elle dit que ce sont des faits qui sont incontestables. En 1915, le 24 1915, avec la Russie et l'Angleterre, j'ai dénoncé en flagrance le crime de lèse-humanité. Il n'y avait pas encore le mot génocide. En 2001, j'ai établi juridiquement, pas matériellement, juridiquement. Je les ai rendus opposables à toutes les personnes relevant de la juridiction de la France. Je les ai qualifiés conformément à notre droit, à notre code pénal. Et j'ai interdit implicitement de nier ces faits. Mais nous n'avons pas voulu ou pu aller plus loin, donc il manquait le volet sanctionnateur, et ce volet que j'ai demandé depuis le début, et ce volet sanctionnateur, précisément, nous est apporté par la décision cadre, puisqu'il dit le négationnisme doit se traiter par le droit pénal. Donc ça confirme parfaitement ce que nous faisons depuis 1999. Donc le droit de l'Union est ici prépondérant parce qu'il s'oppose à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel le 28 février 2012, et il s'oppose au statu quo, c'est-à-dire à l'absence de transposition. Voilà pourquoi, juridiquement, nous pouvons fonder de grands espoirs dans cette procédure, c'est-à-dire qu'on a la garantie de gagner, d'avoir un succès, mais nous savons d'ores et déjà que nous devrions gagner. Si le juge applique correctement le droit, si c'est un juge impartial, il devra faire droit à nos demandes légitimes et parfaitement conformes et à notre droit constitutionnel et au droit de l'Union. Voilà pourquoi j'invite les personnes qui ne seraient pas encore aujourd'hui requérants à le faire. Je vais lancer la procédure d'ici le 15 février pour une audience qui aura lieu vraisemblablement en mars et qui sera dirigée techniquement, ce sera le Premier ministre, l'agent judiciaire de l'État et le préfet des Bouches-du-Rhône, et c'est une affaire sur laquelle ensuite on pourra bien sûr communiquer, qui pourra intéresser, parce que au-delà même du génocide arménien, c'est tout le système juridique français qui est en cause, parce que là, ça se grippe, ça bloque
parce que la question est sensible. Mais il faudra le dépasser. Un État souverain ne peut pas rester comme ça indécis. Il faut trancher. La décision a été prise en 2008. Aujourd'hui, elle doit être exécutée. Voilà. Donc, je reste bien sûr à l'écoute des questions si vous souhaitiez que je précise certains points. Merci de votre attention, en tout cas. Merci, Maître Victorian. Donc, je voulais quand même rajouter quelque chose. Si la loi 2001 est passée, c'est que au départ, et d'ailleurs appuyé par des gens qui se prétendaient déjà à l'époque représentatifs de notre peuple et de notre communauté, comme une loi type déclarative, c'était une nouvelle sorte de loi, et qui n'aurait pas de conséquences juridiques. Mais par l'intermédiaire, donc par le travail de Maître Victorian, et puis par notre volonté aussi de dépasser le domaine public pour passer au domaine juridique, la question du génocide, eh bien, nous avons prouvé, nous prouvons et nous prouverons que notre souhait, c'est véritablement la justice pour le peuple arménien. C'est pas uniquement de l'événementiel comme on cherche en permanence à vous faire croire que de toute façon, la question du génocide, c'est une question, on va dire, d'anniversaire, c'est sympathique, on se retrouve une fois par an, puis il faut que ça s'arrête là. Surtout, il faut que ça s'arrête à ce niveau-là. Il ne faut pas que ça aille plus loin. Eh bien, aujourd'hui, on est capable de vous prouver, de témoigner le fait que la question du génocide, des génocides, et là particulièrement la question du génocide des Arméniens, est une question juridique. C'est un dossier très lourd, effectivement. Et plus le temps passe, plus le dossier s'alourdit. Et il faut véritablement en avoir, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir véritablement se consacrer son énergie et son temps à combattre ce plan juridique pour atteindre nos objectifs. Donc, je voudrais une nouvelle fois, je le fais. Pourquoi je félicite Maître Florian? Je dis c'est pas diplomatique, c'est sa persévérance en la justice. C'est son expertise qui nous intéresse. Et bien entendu, nous avons des points de désaccord, nous avons des questions où on doit approfondir certains domaines, mais cette volonté d'atteindre ces objectifs pour la justice, pour nous tous, je pense que c'est véritablement à féliciter. Ce type de fonctionnement est unique à travers tout le monde arménien. C'est-à-dire ce que vous vivez, vous, aujourd'hui, c'est un peu quelque chose de particulier. Il faut savoir aussi, il y a un intérêt pour nous, pour le Conseil national arménien, de ce type de démarche juridique. C'est qu'actuellement, on n'est pas dans la démarche directe d'une procédure, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la question du génocide. On parle de sa négation, on parle du génocide culturel, on parle des propriétés territoriales, parce que le site d'Ali est un site qui appartient à l'Arménie occidentale. Donc, on parle des conséquences du génocide. Mais le moment doit venir où on va véritablement s'attaquer à la question fondamentale. J'ai l'impression que ça mûrit au fond de nous-mêmes aussi. Il y a quelque chose qui est en train de grandir au fond de nous-mêmes, en train de mûrir, pour nous permettre d'atteindre l'objectif que l'on doit atteindre. Donc, on ouvre le débat et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je vous en prie. Votre intervention était très intéressante et technique. Alors, si on résume, bon, toute la partie administrative, le Conseil d'État, c'est lui, on va dire. Le Conseil constitutionnel, c'est
procès. Donc maintenant, vous allez commencer par la juridiction judiciaire, c'est ça? Le tribunal de grande instance. Le tribunal des conflits, juste après, c'est le tribunal qui va envoyer au tribunal des conflits. Éventuellement, c'est ça ou ça va à la cour d'appel Voilà. Donc, je lance le référé devant le TJ de Marseille, sur le fondement de la loi de fait, puisque j'ai dit que le fait de ne pas transposer, le gouvernement ne peut pas essayer de s'expliquer en disant j'ai le droit de ne pas transposer. Il ne le dit pas d'ailleurs, il dit rien. Il savait que le Conseil d'État allait se déclarer compétent. Moi, j'avais indiqué au Conseil d'État que s'il voulait être cohérent et appliquer sa jurisprudence, ce qu'il a déjà fait, il a dit quand le droit de l'Union est applicable, il contrôle certains refus du gouvernement. Et là, compte tenu du caractère très sensible de la question, il n'a pas voulu. Ça va poser un problème, parce qu'ils se sont réunis quand même à plusieurs. C'était 2 sous-sections réunies quand même. Bon, c'est pas une simple sous-section. Bon. Mais il n'a pas voulu. Sans loi, il ne le fait pas. J'indiquais que dans le recours que les Espagnols ont fait voter une loi le 13 juillet 1998 pour confier le contentieux de ce qu'on appelle les actes politiques, les actes notamment, à la juridiction administrative. Il n'y a pas eu une loi. Donc, le raisonnement du Conseil est assez simple, c'est de dire, on ne dit pas que il ne faut pas transposer. La transposition, elle est obligatoire. On vous dit simplement, nous, Conseil d'État, nous ne sommes pas compétents. Bon, ben, je dis très bien, merci. Ça m'arrange à la limite. Parce que ça va me permettre maintenant, comme je dis, c'est l'un ou l'autre. Là, en fait, c'était les deux. TGI. Pourquoi référer? Parce que l'existence de l'obligation de transposer n'est pas sérieusement contestable. Ici, je vais rentrer un peu plus, parce que vous allez voir que, quand vous lisez, c'est vraiment intéressant. Il y a un précédent, quand même. Et, pas à ce niveau du génocide, bien sûr. Bon. Mais dans la jurisprudence, il est très connu. C'est une décision du tribunal des conflits de février 1950. Donc, on est juste après la guerre, donc il y avait aussi un contentieux. Et ça concernait Radio Andorre. Donc, une société est concessionnaire de la publicité pour Radio Andorre, et elle couvre tout le sud-ouest de la France. Simplement, des puissances comme la Grande-Bretagne se plaignent auprès de la France, parce que vous savez que le président de la République française est coprince d'Andorre, avec l'évêque d'Urgell. Donc, notamment la Grande-Bretagne se plaint de ce que cette radio Andorre n'occupe pas la place en fréquence hertzienne qu'elle devrait. Donc, le gouvernement français, pour faire plaisir à son voisin, intervient auprès de l'évêque d'Urgell pour dire, bon, il faudrait un petit peu revoir ça, et l'évêque d'Urgell ne veut pas. Il ne veut pas retirer l'autorisation de d'émettre. Donc, il y a un contentieux qui se nourrit, et finalement, que fait le gouvernement français? Eh ben, il donne l'ordre, tout simplement, de brouiller les émissions. Donc, cette société française, qui était concessionnaire des droits de publicité, voit son chiffre d'affaires s'effondrer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle saisit le juge des référés de Paris contre le gouvernement. Elle gagne. Donc, le juge des référés donne injonction au gouvernement de cesser le brouillage, appelle devant la cour d'appel de Paris, et là, le préfet intervient, fait ce qu'on appelle un déclinatoire de compétences, et c'est renvoyé devant le tribunal des conflits, et le préfet invoque donc la fameuse théorie des actes du gouvernement. Et dans cette décision, on est en février 1950, le tribunal des conflits a dit qu'il n'y avait pas d'ordre de juridiction compétent. Aucun. Parce qu'en réalité, c'était compte tenu de l'extranéité, parce que c'était étranger. Et le président français, il avait agi pas comme autorité française, pas comme autorité étrangère non plus, comme rien. Bon, c'est une décision politique qui a été critiquée d'ailleurs, abondamment commentée. Mais quel est l'intérêt pour nous? C'est que c'était le juge des référés qui avait été saisi par cette société-là, au 40. Et le juge des référés
de première instance, TGI, un tribunal de la Seine à l'époque, et Cour d'appel de Paris, lui ont donné raison. La Cour d'appel de Paris avait confirmé l'injonction d'arrêter le brouillage. Donc là, si vous voulez, si je m'adresse au juge de référé, c'est pas du tout incongru, c'est ce qu'il faut faire. C'est un peu gros comme ça en disant, mais est-ce qu'il a le pouvoir? Mais oui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de donner l'injonction. Parce que c'est pas sa volonté à lui, juge des référés. Je ne prends pas de décision discrétionnaire. Je suis là, moi, pour appliquer le droit. Je ne fais pas le droit, j'applique. Il y a une double obligation à transposer. Je constate que vous ne l'avez pas fait. Donc les requérants ont raison. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous donne l'injonction de transposer. Vous déposez un projet de loi, puis voilà, c'est fini. Vous avez parlé de la Cour européenne de justice. Alors attention, il y a Cour de justice de l'Union européenne Vous avez parlé de celle qui siège à Luxembourg, et la Cour européenne des droits de l'homme, que je vais saisir également prochainement, tout l'ensemble, qui siège à Strasbourg. Elles sont différentes. qui concerne l'Union quand même. C'est pas le. Non, la Cour européenne, c'est le Conseil de l'Europe, Voilà. D'accord. dont notamment sont membres Arménie et Turquie. Cour de justice de l'Union européenne, c'est les 27, auxquels ne sont pas partis aujourd'hui ni l'Arménie ni la Turquie. Vous pouvez saisir directement ou il faut passer absolument par toutes les étapes par le TGI? Pour la Cour de justice de l'Union, Oui. on peut pas la saisir directement, justement. C'est-à-dire qu'on fait devant le juge national, comme je l'ai fait devant le Conseil d'État, qui avait lui d'ailleurs l'obligation de la saisir, donc en se déclarant compétent, il nous a privé de la protection du droit de l'Union. C'est pour ça qu'il est fautif et que je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et devant le juge des référés, je vais refaire cette requête pour que la Cour de justice soit saisie. Mais là, le juge de référé aura simplement la faculté de le faire. Bon. La faculté, en fait, il devrait le faire. Mais il y aura aussi la QPC. On en a parlé un peu tout à l'heure. QPC, c'est question prioritaire de constitutionnalité. Parce que vous avez bien compris que ce que nos adversaires vont essayer de nous opposer, c'est cette fameuse et fumeuse, d'ailleurs, théorie de l'acte de gouvernement, qui consiste à faire échapper certains actes politiques sensibles de l'État à tout contrôle juridictionnel. Et comme le dit la doctrine, un acte ne peut pas être à la fois acte de gouvernement et loi de fait. Or, je prouve que c'est une loi de fait. Donc, l'acte de gouvernement, ou plutôt l'acte constitutif d'une loi de fait, ne peut pas se cacher derrière le paravent de l'acte de gouvernement. Étant précisé, parce qu'il y a une question aussi qui a son importance, et qui permet de démontrer que nos adversaires ont faux, mais depuis le début, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure du paragraphe 4, et ça devrait inciter le juge des référés à renvoyer la question à la Cour de justice, qui dit, nous autorisons les États membres, s'ils le souhaitent, à ne rendre punissable que l'allégation de faits établis par une juridiction internationale. Et dans l'histoire, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, aucun fait de l'histoire n'a été établi par une juridiction internationale. C'est toujours un législateur ou un organe qui tenait lieu de législateur qui a établi juridiquement les faits. Commencez à Nuremberg. C'est pas le tribunal de Nuremberg qui a établi les faits. C'est l'accord de Londres entre les 4 puissances victorieuses qui ont dit, voilà, on passe un contrat, un traité, et par ce traité, nous décidons que sont établis certains faits. Ces faits, nous allons les déférer à une juridiction internationale que nous créons, elle n'existait pas avant, le tribunal de Nuremberg, qui aura pour mission non pas d'établir les faits sont établis, irrévocablement, et simplement d'imputer ces faits aux personnes qui seront traduites devant le tribunal. C'est fondamental à comprendre. Pareil pour le Conseil de sécurité, en 1993-94, ex-Yougoslavie, Rwanda. C'est pas le tribunal
spécial pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda qui a établi les faits, c'est le Conseil de sécurité par une résolution. Il a dit, voilà ce qui s'est passé, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre 1994 sur le territoire du Rwanda, ce sont des génocides, crimes contre l'humanité. Voilà, c'est établi. Et qui a commis les faits? Alors, on ne sait pas. Moi, je suis pas tribunal, donc moi, je suis législateur. Le Conseil de sécurité, c'est le législateur mondial. Je suis législateur, j'ai le pouvoir d'établir les faits. Maintenant, pour juger les personnes coupables, bien, c'est le tribunal que je crée qui va s'en charger pour leur imputer ces faits. Mais les faits sont irrévocablement établis. Et qu'est-ce qu'a fait la France en 2009? C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, mais en 1915, c'est pas dire, en 1915, ça va faire un siècle. J'ai dénoncé en flagrance du crime de lèse-humanité, comme on disait, le génocide. Je l'ai dénoncé avec la France, avec l'Angleterre et la Russie. J'ai dit que nous dénoncions les nouveaux crimes de la Turquie. Donc, c'était pas les premiers. C'est pour ça qu'il faut remonter à la fin du 19e. Bon. Alors, en 2001, j'ai dénoncé en flagrance par un organe gouvernemental. Mais en 2001, j'ai établi juridiquement ces faits par l'organe législatif. Donc, je fais ce qu'on fait l'accord de Londres, ce qu'a fait le Conseil de sécurité. Je dis, voilà, je ne peux pas rester inerte, je suis obligé de dire ce qui s'est passé faisant cours en 1915, c'est un génocide. Et génocide, c'est une qualification spécifique de notre code pénal français. C'est un génocide. Et quand en tant que législateur, je dis c'est un génocide, ça veut dire que, en négatif, en creux, il est interdit de le nier. En réalité, il y avait une sanction. Il y a potentiellement une sanction. Parce que le droit, c'est à la fois l'opposabilité et la possibilité d'une sanction. Cette sanction, c'était l'article 1382 du Code civil, qui, bien que placé dans un corpus législatif, a en réalité valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que on aurait pu, si la Cour de cassation ne s'en était pas mêlée, déférer devant des tribunaux civils les négationnistes en disant, qu'est-ce que vous faites? Vous niez le génocide arménien? Il y a une loi qui dit que c'est un génocide. Donc votre comportement est manifestement illicite. Donc demandez même en référé des provisions de condamnation. Mais on n'a pas pu le faire parce que l'organe judiciaire a méconnu tout simplement notre droit constitutionnel, volontairement en réalité, et a décidé que les abus de la liberté d'expression ne pouvaient pas se poursuivre sur le fondement du droit commun, donc 1382. Mais ce faisant, la Cour de cassation a violé le droit constitutionnel. Aujourd'hui, d'ailleurs, si la question se posait, imaginons qu'il y ait des négationnistes, on pourrait très bien faire une action en justice sur le fondement de 1382 et parallèlement déposer une question prioritaire de constitutionnalité parce que le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence dit que quand on fait cette démarche, quand on fait une QPC, on a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective d'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative. Donc concrètement, ça veut dire que on pourrait très bien contester la fausse interprétation que la Cour de cassation donne à l'article 1382 en restreignant son champ d'application. C'est une possibilité. Mais ça n'enlève pas que, aujourd'hui, pour respecter la décision cadre, il faut qu'il y ait une loi pénale. Parce qu'on estime que le droit civil, qui potentiellement existe, mais pas dans les faits en France, n'est pas suffisant. Donc vous voyez que tous nos détracteurs qui disent, mais appartient-il au Parlement de faire l'histoire? Il ne fait pas l'histoire, qu'est-ce que vous racontez? Il prend acte de faits historiques qui sont incontestables. Et lui, oui, le Parlement, en revanche, le législateur a ce pouvoir que vous, les historiens, n'avez pas,
c'est de rendre opposable la réalité incontestable de ce fait. Oui, il a ce pouvoir. C'est la souveraineté, ça s'appelle la souveraineté nationale, ça. Un État souverain, il fait ça. La France l'a fait, elle s'est grandie. Je sais pas si on a eu bien conscience, d'ailleurs. Mais il faut le rappeler aux parlementaires. Voilà ce que vous avez fait. La France s'est placée au premier rang des nations civilisées en reconnaissant un crime contre l'humanité, et cette loi de 2001 est parfaitement normative et parfaitement constitutionnelle. Voilà pourquoi, sur le plan juridique, il n'y a aucun obstacle. Les obstacles, ils sont dans la mentalité de certains, notamment des juges, et spécialement du juge constitutionnel, mais le droit de l'Union est supérieur. La Cour de justice de l'Union a rappelé très récemment, ça arrive le 15 janvier 2013, que le juge national, ça concernait la Pologne, je crois, a la possibilité de ne pas appliquer la règle telle qu'elle est interprétée par la Cour constitutionnelle, dans la mesure où cette interprétation est contraire au droit de l'Union. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que je dis, mais avec le droit de l'Union, nous sommes plus forts que le droit constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, qui dénature le droit constitutionnel, parce que le droit de l'Union, en réalité, est au-dessus du Conseil constitutionnel. Ça lui plaît pas. Lui, il accepte pas, mais c'est comme ça. Parce que la France s'est engagée à respecter le droit de l'Union. Et la Cour de justice, c'est la seule qui puisse invalider et interpréter les actes droit dérivé. Voilà pourquoi l'application du droit, notamment du droit de l'Union, donne de larges perspectives. Et moi, je suis très confiant. Je sais qu'à terme, nous allons gagner. Quand je ne sais pas. Parce que ça va dépendre aussi de la bonne volonté des juges. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Moi, j'ai une question toute simple. Donc, là, nous parlons de la France. On ne peut pas transposer dans le cadre. Mais y a-t-il un pays parmi les 27? Les Pays-Bas ont dit qu'ils n'avaient pas besoin, que dans leur législation, ils avaient déjà ce qu'il fallait. Parce que s'il n'y a pas d'autres pays. Non, mais ça fait rien, ça. C'est que. Non, mais je veux dire, le problème se pose différemment. Le problème est de toute autre nature. Non, mais c'est en France. Voilà l'Union européenne qui dit qu'il y a une loi cadre, tout le monde doit appliquer, et si personne n'applique, il y a un problème de toute autre nature. Il faudrait se poser ce problème. Oui, mais il y a un problème sur le plan politique, pas sur le plan juridique. Cette décision cadre, elle existe, elle est l'exécutoire. Elle doit être transposée. Et nos procédures, si vous voulez, rappellent qu'elle existe. Si vous faites rien, si un jour elle disparaît, ben, on n'aura rien eu. Là, ce dont on est sûr, c'est que cette décision cadre, elle est en vigueur. Elle a été visée par le Conseil d'État. À chaque fois, si vous voulez que j'obtiens des décisions, même si elles sont pas toutes satisfaisantes, il y a vu la loi de 2001, là, il y a vu la décision cadre, dans une décision officielle, dont le Conseil d'État lui-même dit qu'elle est importante pour la jurisprudence, particulièrement importante. Donc, si vous voulez, on jalonne notre route avec ces décisions juridictionnelles. C'est pour ça qu'il faut continuer. C'est sûr, parce que là, moi, je ne peux pas ne rien faire. C'est pas possible. On va rester comme ça. Si c'est pas le juge administratif, bon, c'est le judiciaire. Il faut leur saisir le tribunal des conflits. Et on verra ce qu'il dira. Sous sa responsabilité. Et là, on pourra critiquer. Si on fait rien, on ne peut pas critiquer. Parce que le Conseil d'État nous dit, mais, je vous dis pas d'arrêter. Je vous dis que moi, je me considère pas compétent. Voilà. Nous avons nos raisons. On a une jurisprudence depuis, ça fait 200 ans, comme ça. On n'a pas l'intention d'en changer sans loi. Ou alors, faites voter une loi, pour qu'on soit compétent. Comme les Espagnols. Oui, c'est prévu, ça aussi, je vais le faire. Et pour l'instant, si c'est pas vous, alors, c'est le juge judiciaire. Parce que l'obligation de transposer, Conseil d'État ou pas, elle demeure, elle perdure. La France doit toujours transposer. La preuve, c'est que François Hollande prétend qu'il va essayer de déposer un texte. Si c'était pas une obligation, il ne doit pas le dire. Pas de texte à déposer. L'obligation est toujours actuelle. C'est une double obligation de transposer sur le plan juridique.
Ma connaissance, pas vraiment, mais ça ne me, comment dire, pour moi, c'est indifférent. Moi, j'agis devant les juridictions françaises. Merci. S'il fallait agir ailleurs, on verrait, mais il faut, parce que c'est quand même selon les règles constitutionnelles de chaque État. Hein. Vous avez vu qu'il y a quand même une certaine latitude qui est laissée. Ils ont une obligation de résultat, c'est de faire en sorte que le négationnisme soit traité par le droit pénal. Voilà. Donc c'est-à-dire que le droit pénal, c'est universel. On sait que ça veut dire sur le territoire de l'Union, on sait que ça veut dire droit pénal. Après, chacun fait comme il veut. En France, notamment, c'est forcément une loi. Bon, voilà. Donc, ce que nous savons, c'est que la France, comme les 26 autres États, est tenue de transposer. C'est ça qu'il faut lui rappeler. C'est ça le fond. Après, comment on fait pour... Nous, on fait des procédures. Mais si demain, le gouvernement est touché par la grâce et qu'il se range à nos raisons, ben, la loi sera votée. Vous savez, quand il y a eu en mai 2012, il y a eu le problème d'une loi sur le harcèlement sexuel. Il y a eu une QPC. Il a fallu quelques semaines. Hein, ça a été réglé début août. Pour prendre un texte, faire en sorte qu'il puisse passer les poches codines du Conseil constitutionnel, et il est passé. Donc, quand il y a la volonté politique, ça marche. Donc les obstacles ne sont pas juridiques, ils sont politiques. Et moi, ça m'intéresse pas, ça n'est pas opposable, ça. Moi, j'agis en droit. Je suis pas dépendant d'un parti. Je suis inféodé à aucun parti, de toute façon. Je suis totalement indépendant, parce qu'un avocat, qui est d'ailleurs une autorité de la société civile, qui jouit d'un statut constitutionnel, c'est pour ça que je me permets de critiquer les lois, mais même le travail du juge constitutionnel. Je suis au niveau du juge constitutionnel en tant qu'avocat. Vous voyez quand même la puissance du droit, c'est pas rien, quoi. Bon. Un avocat doit être indépendant. Là, je m'occupe principalement de la mémoire des victimes du génocide arménien, mais c'est universel. Ma proposition de loi, et celle qui avait d'ailleurs été reprise par Valérie Boyer, avait une portée universelle. C'était tous les crimes contre l'humanité. Je n'ai pas restreint au génocide arménien. Mais parmi les crimes contre l'humanité, il y a quand même, effectivement, le génocide arménien, particulièrement en France, parce qu'il est reconnu par une loi. On ne peut pas le nier, ça. C'est un comble, si vous voulez, que la France, en 2008, représentée d'ailleurs par Michel Alliot-Marie, qui, en décembre 2011, va voter la proposition de loi. 3 ans auparavant, c'est elle qui avait déclaré que la France allait exclure, dans les faits, le génocide arménien, quoi. Voilà cette logique. Alors, vous voyez qu'en politique, les palinodies, c'est courant. Le droit, c'est le principe de cohérence. On ne peut pas se contredire au détriment d'autrui. Donc, je dis, il y a une décision cadre, oui, alors vous devez la transposer. Vous êtes engagé à garantir les droits, alors il nous faut une protection juridictionnelle effective, concrète. Il me faut un juge compétent. Là, vous êtes 2 d'ailleurs. Il m'en faut moins 1. Le Conseil d'État veut pas, très bien, la juge judiciaire. Vous voulez pas non plus, tribunal des conflits. Pas d'ordre de juridiction compétent en France? Alors dites-le. Et là, on va s'expliquer, là. Là, vous allez le dire à tous les Français. Parce que ça serait un délit de justice caractérisé. Concernant des Français, parce que les récurrents, c'est des Français aussi. Vous voyez? Donc, la politique, on y vient de toute façon. L'action, elle est éminemment politique. Ce que nous faisons, c'est éminemment politique. Mais le fondement, il est exclusivement juridique. Donc, nous sommes plus forts. Vous voyez? Si vous êtes dans le registre purement politique, on va vous dire, attendez un peu là, pour l'instant, c'est pas opportun, il y a d'autres échéances, bon. Vous avez attendu 100 ans, bientôt, vous pouvez attendre encore un peu. Ben, non. Non, d'abord, votre discours est indigne. On ne peut pas nous dire ça. Et d'autre part, c'est vous qui êtes en retard. Ça fait 2 ans que vous êtes en retard. Juridiquement, vous êtes doublement obligé de transposer vite. Parce que là, je canalise sur le plan juridictionnel, mais je sens qu'il y a du ressentiment, hein, aussi. Ça monte. Ça monte. Parce que ça risque d'exploser. C'est-à-dire que, on va dire, non, ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Vous devez transposer. Ne prenez pas le prétexte du Conseil constitutionnel. Vous savez très bien que ce qu'il a dit, c'est faux. Que sa décision a dénaturé la Constitution, qu'elle est contraire au droit de l'Union. Moi, j'avais dit au gouvernement, nous sommes devant le Conseil d'État, profiter de l'occasion pour appuyer notre démarche, qui saisisse la Cour de justice, c'est pas vous le faire. On verra comment le gouvernement, le Premier ministre, se comportera
devant le juge des référés. Mais je vous dis, il faut être confiant parce que l'analyse juridique est sans faille. Personne ne peut nous contrer. D'ailleurs, ils ne sont pas venus sur le terrain. Le gouvernement, dans son mémoire en défense qui est sur mon site, s'est contenté de dire que le Conseil d'État n'était pas compétent, tout en reconnaissant que la décision cadre bénéficiait du même régime juridique que les directives. Donc, on nous donnait acte quand même de ça. Oui, mais en disant, ils essayaient de gagner du temps, en disant, voilà, il n'est pas compétent. Bon. Très bien, vous l'avez dit maintenant. Merci, ça me permet de demander l'application du décret de 1849, qui va obliger le judiciaire, si lui-même s'estime incompétent, à saisir le tribunal des conflits. Et c'est obligatoire, c'est pas une faculté non plus. Vous voyez l'intérêt des procédurales, parce que la procédure nous permet de continuer. On avance dans la procédure. Et on avance dans notre démarche politique aussi. Mais on montre aux gens, à l'État, au gouvernement, aux juges, que nous sommes solides. C'est pas de simples manifestations, c'est pas du folklore que nous faisons là. Ce sera pas le centenaire du génocide. Hein, là, je rejoins M. Apprendien, parce que ça s'arrêtera pas là. Et ça suffira pas. C'est ni nécessaire ni suffisant d'ailleurs. Alors que ces procédures, elles sont absolument nécessaires. Et elles doivent nous permettre d'obtenir satisfaction. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est à faire prendre acte qu'il y a eu bien un génocide, puisque sa négation est interdite par le droit pénal. Voilà, ça sera la preuve irréfutable de l'existence de ce génocide, ce qui constituera bien sûr un obstacle véritablement incontournable à l'adhésion à la Turquie. Voilà. Ce qui d'ailleurs devrait réjouir les parlementaires de droite. Mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à avoir encore cette démarche juridictionnelle. Ils ont tort. Ils sont obligés d'y venir d'ailleurs. Parce que politiquement, ils font rien. Oui, Monsieur Béguin. Je pensais, c'est pas le juge des référés qui donnera une injonction au gouvernement. Admettons qu'il le fasse. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Et bon. Moi, je le ferai. Et je saurais dire pourquoi. En tant que juge des référés, je le ferai. Le juge des référés ou le supérieur donnerait une injonction au gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Il serait obligé de s'exécuter, hein. Parce que ce serait sous astreinte. Oui. Mais moralement, si vous voulez, s'il y a injonction, ça suffit. Oui, moralement. Ce serait juridique, mais je dirais qu'on aurait atteint le but. Parce qu'après, si vous voulez, vous dites, s'il ne le fait pas, il y aura une astreinte contre l'État. L'État devra de l'argent. Et tôt ou tard, il serait obligé de le faire. Il aurait même, si vous voulez, le prétexte en disant, je suis obligé de déposer le projet de loi, hein, j'ai reçu une injonction. Mais le but premier, vous avez bien compris, parce que ça, c'est bien sûr dans l'ordre du juridiquement possible, l'injonction. Mais c'est d'abord le tribunal des conflits, parce que on anticipe, on va dire, vraisemblablement, le juge des référés va se déclarer incompétent. Il va vouloir faire application de la théorie de l'acte de gouvernement. C'est pour cette raison que je vais placer la QPC, parce que la QPC va obliger le juge des référés à statuer d'abord. Quelques mots sur le fondement juridique de la gouvernement. C'est une théorie qui est jurisprudentielle et qui a commencé avec les débuts du Conseil d'État parce que c'était sous la Restauration que le pouvoir en place a fait en sorte que certains actes ne soient pas contrôlés. C'est pour des raisons purement politiques. Mais en 1849 et surtout en 1872, il y a une grande loi sur le Conseil d'État, le 24 mai 1872, un texte, article 26, a permis au ministre de faire sortir une requête de la saisine du Conseil d'État. Et ce texte, depuis, a été interprété par la doctrine, la jurisprudence, comme étant le fondement textuel de l'acte de gouvernement. C'est pour ça que devant le Conseil d'État,
en réponse aux conclusions du rapporteur public qui, à l'audience, a prétendu que le Conseil d'État n'était pas compétent, j'ai répliqué en disant « Ah bon, puisque vous persistez à vouloir, parce que c'est la première fois qu'un membre du Conseil d'État, sur cette affaire, se prononçait. Jusque-là, avec le gouvernement. Mais moi, je n'avais pas de raison d'imaginer que le Conseil d'État n'avait pas appliqué sa propre jurisprudence. Je dis non, c'est le droit de l'Union, il doit appliquer, il doit se déclarer compétent. Mais quand j'ai entendu, parce que j'étais à Paris, je suis allé à l'audience, donc c'était le 7 novembre 2012, le rapporteur public prétend que le Conseil d'État n'est pas compétent, donc je dis très bien. Alors là, j'ai posé la QPC. J'ai déposé la QPC, mais le Conseil d'État a estimé qu'il n'avait pas à l'examiner. C'est-à-dire en note en délibéré. Il a eu tort, parce que dans sa jurisprudence, il dit le contraire. Et cette fois-ci, devant le juge des référés, nous allons anticiper, puisque nous savons que ce que va nous opposer le gouvernement, et certainement le préfet, c'est là que le gouvernement en disant, mais non, juge des référés, vous n'êtes pas compétent. Pardon. Si vous me dites ça, c'est que vous fondez, au moins implicitement, sur l'article 26 de la loi du 24 mai 1872. Mais ce texte est inconstitutionnel. Parce que il faut qu'il y ait un contrôle juridictionnel. Vous ne pouvez pas faire échapper des décisions qui touchent de très près aux droits fondamentaux. C'est pas possible. Il y a une garantie des droits. Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, cette loi est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui aujourd'hui a valeur constitutionnelle. Donc, QPC. Et le juge des référés devra statuer d'abord sur la QPC, de savoir s'il transmet la QPC à la Cour de cassation ou pas. S'il la transmet, il faudra attendre de voir comment la Cour de cassation va statuer. S'il la transmet pas, il dit non, bon, très bien. Je lui dis, bon, alors, vous déclarez compétent ou pas? Oui. Alors, on continue la procédure. Et à ce moment-là, il faut donner injonction au gouvernement. Non, vous déclarez incompétent. Bon. Alors, obligation de saisir le tribunal des comptes. À chaque fois, si on va se retrouver en position favorable dans le cadre d'une procédure qui va déboucher sur quelque chose dont on tirera quelque chose de positif. Parce que ceux qui voudraient, si les juges veulent nous donner tort, ils auront tort. Et on pourra le dénoncer. Ils savent qu'ils auront tort. Donc c'est pas évident pour eux de le faire non plus, parce qu'ils se discréditent, se disqualifient. Vous voyez? C'est pour ça que c'est le droit qui est le plus fort. Voilà. Moi, j'ai pas de raison de pas de confiance. Je ne peux qu'être confiant, puisque la démonstration juridique, elle est faite. Avec des textes internes, en plus. Hein. Loi décret de 1849, QPC, c'est la Constitution, la loi organique. Pas besoin d'aller chercher très loin, quand même. Voilà. Tout ça parce qu'il y a eu cette décision cadre, et qui a rendu obligatoire de transposer, de prendre une loi de transposition. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, bon, je crois qu'on a fait, pour au moins ce soir, le tour des questions essentielles. J'espère que vous avez bien compris que on ne peut qu'adhérer à ce genre de procédure. Il n'y a pas d'obstacle juridique. Les obstacles sont purement politiques. Et c'est vrai qu'il y a un risque financier aussi qui s'attache à cette procédure, qui est bien indiqué dans le mandat que vous pouvez retrouver sur mon site. C'est que si le recours, ce serait une honte, enfin, si le recours était jugé abusif, il pourrait y avoir condamnation à amende de 30 000 euros. Voilà. Je dirais que c'est pour un peu intéresser la partie, quoi. Sinon, c'est pas, ça manque de sel. Si je puis dire. Merci en tout cas de votre attention. Et concernant donc le mémoire que vous aviez préparé la dernière fois, est-ce que il y a un travail qui va être fait une nouvelle fois sur un nouveau mémoire ou vous allez vous maintenir sur... Je suis obligé d'aménager. D'accord. Dans le mémoire, le dernier en date, c'était celui de mars, 16 mars 2012. Là, on est devant le juge des référés. Et le fond, c'est le même. C'est-à-dire, le fond, c'est l'obligation de transposer. Voilà. Simplement, ce que je vais
caractérisé spécialement pour le juge référé, c'est la loi de fait. C'est vite fait, hein, c'est de dire, mais est-ce que vous pouvez me sortir un texte qui vous autorise à ne pas transposer? Non. Donc nous, Ou alors le seul texte, si vous voulez, s'ils veulent être pernicieux, c'est de dire, ben, si, c'est paragraphe 4, article 1er. Ah, pardon, j'ai demandé, ils sont invalidés. Mais, dans le principe, il doit transposer. Donc, c'est le fait de ne pas transposer qui vous fait. donc, Parce que la loi, elle ne viserait pas que le génocide arménien. Hein. Donc, une loi de transposition doit être votée. Pour qu'elle soit votée, il faut qu'il y ait un décret de présentation, donc, sous forme de projet de loi, au Parlement. Donc, le gouvernement ne peut pas invoquer un texte qui l'autoriserait à ne pas transposer. Donc, c'est une loi de fait. alors, donc nous, comme on a eu, comme au niveau du Conseil national, on a eu l'occasion d'étudier vos mémoires, donc vous autorisez à vous faire une petite communication, on va dire, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse vous présenter un petit peu certaines situations. Je rappelle que, par exemple, par rapport au traité de Sèvres, puisque il y a un point qui intervient sur le traité de Sèvres, dans le domaine de l'Orient, je rappelle que des États comme la Syrie, comme aujourd'hui l'Irak, comme la Libye, d'ailleurs, essentiellement aujourd'hui les États où s'implante ce qu'on appelle Al-Bagan Karoun, le printemps arabe, sont des États qui ont émergé au moment du traité de Sèvres. Donc, en fait, pour moi, il y a un fil rouge, en fait, un fil conducteur entre aujourd'hui l'intervention de Maître Krikorian, ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient, la question de l'armée occidentale et du génocide et des réparations. Pour moi, il n'y a rien qui est séparé. C'est-à-dire que j'ai une lecture très large et globale de cette situation. Donc, sachez que le Conseil national prend une communication à Maître Krikorian sur certains points. En fait, Maître Krikorian, comme j'ai dit tout à l'heure, il a besoin de notre mandat. C'est-à-dire que lui, en tant qu'avocat, il a besoin d'être mandaté par nos compatriotes, par des personnalités, pour pouvoir entamer ces actions. C'est pas Maître Krikorian qui décide par lui-même. Il faut savoir que c'est à nous aussi de l'emmener dans ce travail, de l'accompagner en tout cas, pour que lui-même puisse aller au bout d'un processus, parce que on peut pas, si on s'arrête, on commet une erreur grave et fondamentale, et de toute façon, vous savez très bien que nos propres enfants, un jour ou l'autre, s'ils en ont la conscience, ils nous en voudront avoir arrêté la procédure au moment où, en fait, comme l'a expliqué Maître Krikorian, à chaque fois, pour chaque procédure, on avance. C'est long. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de persévérance, mais je pense qu'on a vu d'autres, dans notre petite existence. Donc, Maître Krikorian a besoin de notre mandat. Sa demande de mandat sera aussi exposée sur nos sites internet pour qu'on puisse la diffuser sur un public très large. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement à vous poser? Oui. En guise de conclusion, question générale pour certains membres de l'efficacité. On voit que les bases sont solides et cela pêche par rapport aux politiques. D'ailleurs, la question de savoir s'il y a possible de faire en France, notamment en Syrie, mais aussi bien tous les recours que nous avons. Donc, les armées volontaires, comment ils sont efficaces, Oui, en signant les mandats, en faisant nombre, si vous voulez. Parce que l'avantage, c'est que si ça prospère pas devant le juge de référé, appel. Si devant la cour d'appel d'Aix, ça marche pas, cour de cassation, à chaque fois, possibilité de poser les QPC, poser la question préjudicielle.
devant la Cour de cassation, la demande de décision préjudicielle, elle sera obligatoire. La Cour de cassation aura l'obligation, comme l'avait le Conseil d'État, de poser la question préjudicielle. C'est en termes d'obligation juridique, ça se pose. C'est-à-dire que le droit de l'Union, j'insiste, parce que c'est actuellement le droit le plus puissant sur Terre. Plus puissant que le droit américain. On a plus de possibilités que les Arméniens des États-Unis. La preuve, on nous en parle pas trop, hein. Bon. C'est que le juge, quand il est placé au sommet de la hiérarchie juridictionnelle de son ordre, a dans le principe l'obligation de poser la question préjudicielle à la Cour de justice. Parce que c'est les traités qui l'ont décidé. Et la Cour de justice, c'est son intérêt, le rappelle dans ses arrêts, en disant, mais c'est moi qui ai le monopole de la validité des actes de droit dérivé et même d'interprétation. C'est pour ça que un juge national ne peut pas entraver des procédures qui ont pour objet de conférer une protection juridictionnelle aux requérants. Parce que les requérants ne peuvent pas saisir directement la Cour de justice. Donc elle dit, ne peuvent pas me saisir directement, mais il faut que par votre intermédiaire, vous, les juridictions nationales, ils aient cette faculté, ils aient cette possibilité effective. Oui. Donc, voilà. Je pense que si le juge des référés applique à moitié au moins le droit, il va dire, je suis pas compétent. J'ai pas envie de traiter le dossier, d'abord. Donc, je suis pas compétent. Mais, il devra saisir le tribunal des conflits. Donc, ça va peut-être, dans un premier temps, se régler devant le tribunal des conflits. Et le risque, c'est que le tribunal des conflits dise, bah non, ni l'ordre de juridiction, ni l'ordre administratif, ni l'ordre judiciaire. Mais, ça serait, lui-même se disqualifierait. Parce qu'il y aurait une violation manifeste de tous nos principes fondamentaux, de la garantie des droits, donc de la Constitution. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que les magistrats seraient prêts quand même à ça. Voilà. Donc, ça reste en suspens, on ne sait pas, hein, il n'est pas encore saisi. Bon. Mais, on sait que ça peut se passer comme ça. Si maintenant le juge des référés se déclare compétent, mais qui fait pas droit à la demande, il dit, oui, d'accord, je suis compétent, mais je ne donne pas l'injonction. On rappelle, et à ce moment-là, on déroule les procédures devant les juridictions judiciaires. Et à chaque fois, si vous voulez, ça va prendre du temps peut-être, mais pendant tout ce temps-là, on pourra en parler. On pourra dire, mais nous, on fait quelque chose. On fait avancer. C'est ça l'intérêt, c'est que on avance dans le bon sens, avec des armes qu'on ne peut pas nous prendre. On peut pas nous prendre. Le droit, il est inaliénable. Le raisonnement qu'on suit, on peut pas nous le voler. D'autant que j'ai publié tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on est plus fort. Et il faut y croire. Il y a quand même de notre part, il faut qu'il y ait un investissement moral ou philosophique, même si on n'est pas juriste. Parce que tout ce que j'ai exprimé, c'est le bon sens en réalité. Je peux le fonder techniquement sur des normes très précises, mais il faut que ça soit cohérent, sinon ça tient pas. Voilà. Et ça, c'est cohérent, parfaitement cohérent. Alors, je vous remercie, maître. Pour conclure, je voulais aussi vous montrer un dernier point. C'est notre participation, donc la participation du Conseil national à la mise en place donc d'une protection juridictionnelle. Alors là, on rentre dans un domaine un tout petit peu différent, mais ça va pas prendre longtemps. On travaille au niveau de l'ONU, donc avec les États, pour pouvoir mettre en place. Donc là, par exemple, dans le cadre de l'OMPI, c'est-à-dire l'Office mondial de la propriété intellectuelle, donc on est sollicité par l'ONU pour pouvoir travailler avec les États, donc nous en tant que peuple autochtone, pour la mise en place d'une protection juridictionnelle concernant les ressources génétiques. Alors qu'est-ce que c'est que les ressources génétiques? Ce sont les ressources issues de nos territoires. Et là, quand je parle de territoire, je parle de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire qui pour nous est un territoire sous occupation. Alors, pour vous donner un exemple comment on fonctionne, c'est-à-dire qu'on est en grande assemblée avec les États, le secrétariat nous projette au tableau des options, diverses options pour justement mettre en place cette protection juridictionnelle. Et là, par exemple, si vous voyez l'option 3,
veiller au respect des droits souverains des peuples partiellement ou entièrement sous occupation sur leurs ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes, compris les principes de consentement préalable en connaissance de cause et de conditions convenues d'un commun accord et de participation pleine et effective. Donc, effectivement, quand on parle de population partiellement ou entièrement sous occupation, il n'y en a pas des masses. Au niveau de la région, il y a principalement les Arméniens d'Arménie occidentale et vous avez les Kurdes et les Palestiniens. Donc, si vous voulez, on a besoin de participer, donc sachez qu'on participe, hein, donc ça va se passer la semaine prochaine, et pour pouvoir justement valider les options, défendre les options qui nous intéressent. Donc là, par exemple, on parlait donc du rôle et droits des États-nations, peuples autochtones, etc. Là, deuxièmement, on parle du respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Et là, on retrouve, dans le texte, on retrouve la partie qui concerne donc les peuples partiellement ou entièrement sous occupation. Donc, nous travaillons actuellement pour la mise en place d'une convention internationale sur la protection juridictionnelle des ressources génétiques, des savoirs traditionnels, des populations comme les nôtres, dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, vous comprenez bien que nous, quand on revendique le fait d'être un Arménien d'Arménie occidentale, ça a des conséquences sur le plan